Donc, ton cerveau, il se dit quoi? Il est toujours dans la recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur. Mais quand tu comprends que le vrai plaisir, il est quand tu passes cette douleur, c'est pour ça que c'est important de franchir ce pas, de se dire cette zone d'inconfort. En fait, c'est, tu sais que si tu vas avoir les six-packs pour cet été, faut pas que tu manges ce gâteau. Donc, tu dois passer au-dessus de ce gâteau pour aller boire ce verre d'eau. Si tu sais que pour gagner l'argent que tu souhaites, ben, il faut aller chez le banquier, accepter 5 refus de prêt pour ensuite en avoir un, aller à un rendez-vous d'un contrôleur fiscal qui peut te faire juste flipper alors que c'est juste un être humain comme toi. Le mec, il vient, tu as l'autorité qui te dit « Ouais, mais non !» Soit tu te liquéfies et tu dis « Stop !» ou soit tu te dis « Ok, je vais y aller, de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais tu es obligé d'aller dans ces zones d'inconfort parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne nous a pas appris à ça. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Bon Kim, on a dit qu'on faisait comme si on avait une pizza, un verre de blanc, à part qu'on n'a pas de pizza et pas de verre de blanc, mais on fait comme si, d'accord ? Moi, j'aurais préféré un rouge, moi. Salut Gérald. Ah moi aussi, figure-toi. En tant que bon bordelais, je préfère le rouge. Oui. Bon, comment vas-tu? Super bien, merci. Et toi? Ça va, nickel. Je suis super content de t'avoir parce que je suis persuadé que tu vas nous partager des pépites, j'ai aucun doute. Je sais pas ce qu'on va se raconter, mais je sais que ça va être puissant. Ouais, c'est cool. Mais déjà, il y a une bonne énergie. Et à chaque fois qu'on discute, toi et moi, à chaque fois, c'est plutôt bon enfant, mais aussi sérieux. Et on se prend pas au sérieux tout en étant sérieux. Donc, c'est ça qui est cool. J'aime bien. Mais c'est top. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, s'il te plaît? Bien sûr, je suis Kim Bédour. Je suis mindset trainer, je suis investisseur, je suis père de famille. Bref, je suis un être humain qui a décidé de prendre sa vie en main. J'étais cadre dirigeant dans un grand groupe international et puis à 43 ans, j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés parce que j'en avais marre un peu de cette vie d'apparat, de pression et j'étais pas forcément aligné. Donc j'ai fait ce virage, mais ça je l'ai préparé, je t'en parlerai. J'ai préparé parce que tu sautes pas comme ça d'un avion sans parachute. Et ben depuis, j'accompagne les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs qui sont à la croisée de leur chemin de vie et qui savent pas trop ce qu'ils vont faire dans leur deuxième partie de vie. À leur dire qu'il y a une vie en dehors du salariat, qu'il y a une vie en dehors du système, qu'il y a une vie en dehors du monde corporate et sans dénigrer tout ce qui a été fait. Et je les accompagne notamment au travers un mouvement que j'ai lancé qui s'appelle le mouvement SDAM dont je parlerai. Et je les emmène dans des endroits insolites, mais aussi je les emmène pour se rencontrer eux-mêmes au plus profond d'eux, de manière très cartésienne. Donc voilà un peu ce que je fais au quotidien. Et du coup, tes clients, c'est quel profil de personnes? C'est du dirigeant de PME, dirigeant d'entreprises moyennes, mais aussi des dirigeants, des cadres plutôt, et des cadres dirigeants de grands groupes. C'est des personnes qui me ressemblent fortement, c'est-à-dire qui se sont auto-construites, qui sont autodidactes, qui ont gravi les échelons d'une entreprise ou qui ont monté leur boîte et qui ont commencé à bien gagner leur vie et qui se sont aperçus ou qui s'aperçoivent que la définition de la réussite, c'est pas celle qu'on nous a inculquée au niveau du business ou de l'école. La définition de la réussite, c'est être complètement soi. Donc, c'est un peu ce type de personnes qui se disent est-ce que la définition de la réussite, c'est pas être totalement soi au final, parce que c'est ce que moi, je leur inculque. Donc, ça va j'aime bien dire un peu, si on parle d'avatar ou de persona, c'est Camille, homme ou femme, 35-45 ans, la croisée de son chemin de vie, en fait. Et c'est souvent ça que je rencontre. Et sa vie au quotidien, ça ressemble à quoi, Camille? Alors Camille, c'est très souvent quelqu'un qui est dans une belle bagnole, qui habite une belle maison et qui passe du temps dans les bouchons ou dans les transports en commun. Alors très rarement dans les transports en commun, mais souvent dans les bouchons parisiens, bordelais, lillois, et qui voyage aussi dans les avions quand la pandémie n'est pas là, qui voyage aussi, qui passe beaucoup de temps dans les lounges d'aéroport et qui s'aperçoit qu'il est en train de passer à côté d'une partie de sa vie, notamment perso, avec ses enfants. Tu vois, c'est un peu les clichés, mais le mec ou la nana qui rentre un peu tard et puis qui a loupé la fête de fin d'année de son fils ou de sa fille, tu vois, c'est un peu ce cliché-là, mais c'est souvent ça. Et c'est des personnes qui vont compenser le manque de présence ou le manque d'équilibre perso-pro par une boulimie matérielle, par le fait de vouloir des étiquettes et des statuts sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux qui ne sont pas véritablement les personnes qu'elles sont au fond d'elles-mêmes. C'est souvent ça. Mais ça,
il y a un chemin parce que les personnes n'osent pas le dire. Tout comme moi, j'ai pas osé le dire. Pendant un moment, tu te cachais derrière ça. Puis surtout, tu as une position de nabab. Quand en théorie, tu as un super poste et bien payé, tu peux pas te plaindre. Surtout dans une société française comme la nôtre, se plaindre, c'est t'es montré du doigt. Tu te fiches de moi ou quoi? Tu es cadre dirigeant, tu es bien payé, tu gagnes bien ta vie, tu as une belle bagnole, une belle maison, tu as une femme, des enfants, puis tu te plains et tu veux tout quitter. Tu es complètement fou. Les gens, ils te prennent pour un fou furieux. Et c'est ces gens-là qui viennent chercher une espèce de tribune d'expression libre pour pouvoir dire c'est bon, je suis pas seul, il y a quelqu'un qui me comprend en fait. Tu vois. La dernière fois, on en parlait quand on s'est vu à Bordeaux. Tu me parlais de la pression sociale au moment où le mec décide de prendre sa vie en main. Il est entouré que de personnes comme lui, ce qui est normal, enfin très souvent, enfin ou des personnes qui sont habituées à graviter autour de lui. Et justement, son entourage ne comprend pas. Comment tu me parlais de ça, donc je le retranscris certainement mal, mais tu vas. Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'entourage ne comprend pas, c'est ce que je te disais. Tu vois, Gérald, tu as un super poste. T'as un beau titre, senior exor, souvent des titres en anglais pompeux, là, tu sais, executive director of the world company. Et tu dis, j'en ai marre, je vais tout quitter. Mais les gens te regardent en disant, mais qu'est-ce qui se passe? T'as craqué. Et quand tu quittes, en plus, ce genre de personnes-là qui sont ton entourage, tu te dis, mais en fait, tu t'es fait virer. Tu vois, ils comprennent pas, tu vois. Et la meilleure façon, c'est véritablement de revenir dans son cercle privé et de s'exprimer naturellement auprès des personnes qui nous sont les plus chères, généralement ton conjoint ou ta conjointe, ou tes parents si tu les as encore, pour leur exprimer naturellement ton ressenti, parce qu'on reste des êtres de chair, de sang et d'émotion. Et quand tu exprimes ça, bah, les gens vont déjà comprendre et ils vont ressentir en fait que tu es tellement déterminé que c'est pas négociable et ils vont te dire en fait, viens, le soutien, tu l'auras chez moi et nulle part ailleurs, donc vas-y. Et c'est une phrase que je dis souvent. Moi, c'est ma femme qui a eu cette phrase déclic qui m'a dit Kim, si tu as peur que j'ai peur, n'aie plus peur. Et ça m'a. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'elle flippe, que je ne sois plus à la hauteur, tu sais, peut-être avec une éducation un peu patriarcale, l'homme au foyer qui doit subvenir aux besoins et ainsi de suite. Elle m'a dit, en fait, je m'aperçois que tu n'es plus forcément aligné. Bon, tu n'es pas malheureux non plus, mais tu as envie de faire autre chose. Et je suis quelqu'un qui décide rapidement, tu vois. J'attends pas le burn-out. Moi, j'ai pas fait de burn-out ou de dépression, tu vois. J'attends ni le burn-out ni la dépression. J'attends pas qu'il soit trop tard pour passer à l'action. Et cette pression sociale, elle est très insidieuse puisque c'est un peu comme les réseaux sociaux. Hein. Je crois que tu étais sorti d'Insta et tu es revenu. C'est tellement fake. Et il y a malheureusement beaucoup trop de gens qui croient à ça. Et les titres et les médailles sur LinkedIn, en l'occurrence, si on parle du monde corporate dans lequel j'étais, moi, je l'ai côtoyé. J'ai côtoyé vraiment des grands de ce monde dans le milieu de l'informatique. Et je m'apercevais qu'il y avait un décalage entre ce qu'ils mettaient comme titre et la réalité, tu vois. Donc, cette pression sociale, elle est très insidieuse, mais elle n'est pas uniquement dans le monde corporate, elle est partout, tu vois. Et les réseaux sociaux n'aident pas forcément tout ça. Ouais, moi j'ai choisi, comme tu le disais, de revenir sur Insta, mais je ne poste rien en fait, je me suis rendu compte que les stories étaient très souvent imparfaites et par rapport au post. Et donc, du coup, moi, je ne fais pas de post, je ne mets que des stories. Et en fait, il s'avère que de manière générale, on regarde plus souvent les posts, les stories que les posts. Donc, en fait, je pense que les gens reviennent un petit peu de ça. Mais il y a quand même j'ai l'impression que c'est un must-have, en fait. On peut pas faire sans. Et c'est un vrai sujet. Alors après, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ta démarche. Alors, il y a beaucoup de trucs que j'aime dans ta démarche, mais il y en a un que j'aime beaucoup. C'est que dans mes notes, là, je me suis marqué pas de chèvre dans le Larzac, mais parce que c'est un peu ça. Toi, tu veux pas forcément que le mec il se barre de la défense pour aller faire berger dans le Larzac, quoi. Le cliché de base, tu vois. Toi, t'es pas là-dedans. Tu veux pas forcément brûler tous les ponts. T'es vraiment pour un ralignement. Et ça, j'aime beaucoup dans cette démarche. C'est exactement. J'avais un call hier avec une directrice d'un très grand groupe très connu sur la place française qui est en train de se faire virer. Donc, elle prend ça. Pourtant, elle a 50 balais, tu vois. Donc, beaucoup de bouteilles. Et puis, elle prend ça sur le coin de la gueule, excuse-moi l'expression. Puis, elle dit, merde, je m'attendais pas à ça. Et on se connaît bien, donc on échange. Et elle me dit cette phrase justement, ouais, mais moi, je suis pas du genre à 50 balais à révolutionner toute ma vie, puis dire non, je veux aller construire des belles choses ou des cocottes en papier en pleine campagne, un peu les chèvres dans le Larzac. Mais je dis, mais arrêtez avec ces clichés. En fait, tu as juste besoin à un moment de te réaligner avec ce pourquoi tu es véritablement fait. Donc, tu as plein d'outils. Hein. On parle de l'ikigai, on parle de plein de choses. Mais à un moment, tu as juste besoin d'aller trouver, on en parle dans nos masterminds, dans nos réunions d'entrepreneurs, ta zone de génie, parce qu'on a tous une zone de génie. Et je dis souvent, tu vois, je prends vraiment l'extrême et le pendant. Le coiffeur et les boueurs, ils sont dans leur zone de génie. Le coiffeur, il est capable de te rendre beaucoup plus beau que tu ne l'es.
avec un peigne et des ciseaux. Et puis, l'éboueur, il te permet aussi d'avoir quelque part, sa zone de génie, c'est de t'éviter des bactéries et d'être malade si je pousse grossièrement, tu vois. Et je dis simplement aux gens, à un moment, on revient à qui on est, on fait un espèce de bilan et puis on va chercher un peu ce qu'on aime le plus, ce par quoi on est passionné. Et quand tu mets tout ça, tu vas trouver à l'épicentre ta zone de génie. Après, c'est la décision que tu dois prendre et le courage de faire le pas. Moi, j'ai eu du mal. Hein. Je ne dis pas que je l'ai fait du jour au lendemain. Tu sais, entre animer des comités de direction, être membre de conseil d'administration, dont je suis encore en partie, et me retrouver dans le désert. C'est un peu le poste que j'ai mis sur LinkedIn dernièrement, super bien sapé dans un bureau sur la gauche, et à droite, complètement dégueulasse, entre guillemets, avec la barbe naissante de 4 jours en plein désert du Sahara. Ben, c'est juste que les réunions n'ont pas lieu dans le même endroit, l'habit n'est pas le même, mais par contre, l'audience, c'est exactement la même, quoi, tu vois. C'est les mêmes personnes, ouais, c'est exactement. Ouais. Et du coup, toi, comment t'as eu cet éveil? Alors, j'aime pas trop ce mot éveil, moi, ça me dérange un peu, mais comment comment t'es venu à faire, à comprendre en fait que il fallait que tu t'alignes en fait à quelque chose, à toi-même, quoi. Quel a été ton parcours vis-à-vis de ça? Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours, si je reprends un peu le parcours, je suis issu d'une famille nombreuse, on est élevé dans l'amour, le partage, et il faut bosser en même temps, il faut bosser, c'est, il faut. Le driver, c'était il faut. Donc, c'était soit parfait un peu pour de la part de Daron et de Daron qui était très exigeant vis-à-vis de nous. Et j'ai une carrière de footballeur raté. Je joue au Racing Club de Lens, j'ai l'occasion de côtoyer de très près le milieu du football professionnel. Et puis, je me blesse, mais en même temps, ça, c'est la fausse excuse parce qu'ils me remettent rapidement sur jambes. En fait, quand tu as 15-16 ans et que tu commences à gagner un peu d'argent, à l'époque, c'était des francs sur les primes de match, bah, tu cours plus vite après les filles qu'après le ballon. Donc ça, j'ose le dire à 45 balais parce que c'est encore une fois, toi, tu le sais, c'est une notion de focus. Et là, ça m'a beaucoup aidé. Si tu n'es pas focus, les Zidane, enfin tous les grands joueurs, tous les grands sportifs, tous les grands entrepreneurs, à un moment donné, ont sacrifié une partie de plaisir pour être focus sur quelque chose. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Je sais que tu es un adepte de l'approche Pareto. Moi aussi, il y en a qui sont plus l'approche systémique, peut-être un peu des deux. Moi, l'approche Pareto, j'aime beaucoup. Et les pros le font énormément parce qu'ils ne sont pas dans le sacrifice, ils sont dans le bien-être et tout en étant focus sur quelque chose. Et je me dis, c'est pas un échec, en fait, c'est un atout. Donc, je reste focus pour me dire, j'ai peut-être un peu déshonoré mes parents qui se sont sacrifiés pour moi, il faut que je fasse carrière. Et je rentre dans une boîte informatique et puis je commence à gravir les échelons et je gravis tous les échelons. Et puis, je m'éclate et j'ai toujours aimé le management, le coaching. Je suis quelqu'un de très sociable, tu le sais. Un chien avec un chapeau, je lui parle dans la rue, je suis comme ça et je l'assume. Au départ, ça fait prétentieux, mais après, tu assumes tes qualités. Et je m'aperçois qu'il y a un super monde qui s'ouvre à moi. Je voyage, je rencontre des gens super intéressants. Je fais des réunions avec les équipes de Bill Gates, avec celles de Steve Jobs. Je vais aux États-Unis très régulièrement pour les grands messes de Microsoft, de BlackBerry, de Sony. Enfin bref, j'en passe. Et puis, je vois mes parents vieillir. Et le déclic, c'est la mort de mon père, en fait. Mais j'avais déjà ça. Je voulais partir avant qu'il me décède. Je m'étais dit, en fait, j'ai pas envie d'être sur un banc. C'était la phrase. Et à 70 ans, de dire si j'avais su, tu vois, pas vivre avec des regrets. Et j'en parlais souvent avec mon père. Et mon père me dit, écoute, ok, mais prépare. Pars pas comme ça sans parachute. Donc, à 40 ans, quand j'atteins le Saint Graal de exécutif directeur, plus jeune directeur exécutif au monde, et ainsi de suite, comité de direction, bref, tout ça, numéro 2 d'une grosse boîte, l'ego est super bien flatté. Ben, je mets 3 ans à calmer mon reptilien sur la peur du manque financier parce que je sais que je vais plus être aussi bien payé. Donc, comment je fais? Donc, je dis, tiens, je vais commencer à investir sur un pilier simple, l'immobilier. C'est pour ça que les gens m'ont rencontré d'abord avec Cédric Anissette. Ils m'ont dit, mais merde, t'étais dans la partie immo, puis d'un seul coup, maintenant, t'emmènes des gens dans le désert. Qu'est-ce que t'as fumé? C'est quoi le truc? T'es perché? T'as été éveillé? Mais non, j'ai juste été très pragmatique en disant de manière pragmatique, comment je peux faire, moi, pour faire ce virage? Ben d'abord, il faut, Coco, que tu maintiennes ton niveau de vie parce que je suis quelqu'un qui aime les belles choses, les voyages et ainsi de suite. Donc, comment tu maintiens ton niveau de vie? Il faut que tu développes tes différentes sources de revenus, chose que je faisais déjà, mais pas de manière aussi poussée. Comment tu vas le faire? Tu as une capacité d'emprunt intéressante, tu as un bon salaire, donc tu as un super CDI, va à la banque et emprunte tout ce que tu peux emprunter et puis commence à plâtrer au niveau immobilier. Allez, OK. Et en 3 ans, on s'est constitué un patrimoine de 1,2 million, 1,5 million avec mon épouse. On a créé la SCI, à l'IS, on a commencé à acheter l'immeuble de rapport, de la coloc, de ci, de ça, avec des hauts et des bas. Hein, parce que là, je le raconte, c'est Alice au pays des merveilles. Il y a eu plein de galères. Donc ça, moi qui ai une appétence forte pour le cerveau, comment il fonctionne, les neurosciences,
j'ai calmé mon reptilien et je n'avais plus le crocodile qui était en panique, tu vois. Donc, c'était devenu un tronc d'arbre. Donc, OK, il est calmé. Partant de ce principe-là, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'aime le coaching, j'aime le mentoring, j'aime le partage, j'aime inspirer les gens. J'ai toujours été un très bon manager, un très bon leader. Et ben, je me suis engouffré là-dedans en y allant à fond. Et puis, tout doucement, je me suis dit, je veux le faire, mais de manière différente. Tu vois, tout le monde prend des coachs sportifs et ils te disent, fais des burpees, des jumping jacks. Tout le monde le fait sans rien dire. Tu vois le résultat au bout de 1 mois, 2 mois. Ben, en fait, je suis devenu mindset trainer, c'est-à-dire que je vais être capable d'aller identifier tes fameuses croyances et tes fameux paradigmes pour les changer, mais tu les changes pas avec une séance d'hypnose, une séance de Reiki ou autre. Il y en a chez qui ça marche, hein, je critique pas. Hein. Moi, je dis juste qu'il faut un certain temps pour que tu fasses l'effet ouais en disant, mais en fait, ouais, c'est simple. T'as des mecs inspirants comme toi qui vont aller dépenser des centaines de milliers d'euros de budget publicitaire sur Google. Il y en a qui vont dire, mais il est complètement fou. Pour toi, c'est normal. Et à l'inverse, tu vas être flippé de voir un mec sauter en parachute. Je dis n'importe quoi, tu vois. Donc, on a chacun nos espèces de paradigmes et croyances. Il faut juste comprendre que ça, c'est un espèce de petit circuit neuronal dans la tête, une onde électrique qui est là, qui est bloquée. Tu la débloques comme quand tu fais des pompes et des jumping jacks pour aller faire dégager la graisse, pour aller te muscler. Et j'ai pris ce parallèle-là pour l'expliquer de manière pragmatique, parce que je voulais pas justement qu'on ait, tu sais quoi, viens, on va aller dans le désert, on va faire des et puis on va boire de l'eau, et puis tu vas voir que tu vas revenir, tu vas être un super homme. Non, j'aime bien expliquer comment ça, parce que j'aime bien comprendre. Donc, j'ai eu ce déclic à la mort de mon père. J'ai décidé de partir et ma mère décède un an après, jour pour jour quasiment. Donc, je me dis, waouh, la vie, elle passe vraiment vite. Alors, ils avaient vécu, ils avaient 80 ans et tout ça. Mais je me dis, ça y est, j'ai toujours fait ce que je voulais. Je vais continuer à le faire. Donc là, ce que j'ai envie, c'est m'éclater. C'est un lundi matin, aller marcher en pleine forêt. C'est partir avec des potes jouer au golf un mercredi ou un mardi à 14 heures pendant que normalement on serait en réunion. Mais en même temps, c'est le samedi, bosser jusqu'à 23 heures, mais tu bosses plus et tu le sais. C'est tellement du plaisir. Moi, je vois souvent tes stories avec tes équipes. Ça n'empêche pas le respect, ça n'empêche pas le contrôle, ça n'empêche pas. On est dans un nouveau monde. Donc, le déclic, pour revenir à ta question initiale, si je peux dire qu'il y a eu un déclic, ça a été l'accélérateur. Parce que le déclic, je l'ai toujours eu. J'ai toujours voulu faire ce que je voulais. Donc, c'est pour ça que j'ai évolué. Mais après, j'ai voulu vraiment sortir de ce carcan et cette prison dorée quand j'ai perdu mon père et je me suis dit, je veux pas attendre d'avoir 60 balais pour profiter pleinement. Je le fais maintenant. C'est hyper puissant, la création de fondations comme ça, pour pouvoir partir sur des projets de vie, en fait. C'est forcément, ça a beaucoup de sens. Après, il y a aussi le fait de, quand même, malgré tout est prêt. On est prêt à sauter et on passe, on y va, on n'y va pas. Ça, c'est un truc à résoudre aussi, j'imagine. Toi, l'accélérateur, ça a été vraiment le décès de tes parents dans ce cas-là, alors. Moi, ça a été ça. Et tu sais, il y a un autre truc que je vais dire. Je te disais tout à l'heure, ma femme qui m'a dit, si tu as peur que j'ai peur, n'aie plus peur. C'est une pépite que j'invite les gens à écrire partout. En fait, la peur, c'est une invitation. C'est-à-dire que plus la peur, elle est forte, mais vas-y, Coco. En fait, plus la peur, elle est forte, c'est pas moi qui le dis, c'est Spielberg, c'est Jobs, c'est Will Smith. On a tous vu cette vidéo de Will Smith qui te dit comment je suis en panique avant de sauter en parachute. Et après, c'est pas. Je suis sûr que tu peux mettre cette parabole, cette analogie dans ton business en disant tu es en stress total quand tu dois créer ta boîte ou ta première campagne de pub quand tu dois appuyer sur le bouton pour aller te débiter je sais pas, moi, tes 5 euros ou tes 10 euros de budget publicitaire. Tu étais en stress complet. C'est une peur. En fait, la peur, c'est véritablement une invitation. Et plus la peur, elle est forte, mais quand je dis elle est forte, en fait, si tu veux, notre cerveau, comment il fonctionne encore du temps des Homo sapiens. C'est-à-dire que le reptilien, il est là uniquement pour te défendre, pour ta survie. Donc, mais c'est microchimique parce qu'on n'est pas des êtres logiques, on est des êtres neurologiques et biologiques. Donc, il y a de la chimie qui se passe là-dedans. Quand tu comprends ça avec les neurotransmetteurs, tu sais que je résume grossièrement, tu dois juste jouer toi au quotidien au jeu de la vie en baissant le niveau de cortisol et en augmentant les autres neurotransmetteurs, l'ocytocine, la dopamine, l'adrénaline, qui sont des hormones plutôt positives. Et quand tu commences à comprendre ça, tu vas commencer à faire des choses, tu vas commencer à penser différemment pour réduire ça. Mais tu peux pas l'annuler complet. Tu vois, les gens qui disent qu'il faut complètement bannir la peur. Non, la peur, tu dois la prendre par la main et y aller. C'est pour ça que je dis que la peur, c'est une invitation. Donc, comment est-ce que tu fais ça? Un des exercices que j'aimais bien, tu vois, tout à l'heure, tu as dit les fondations. J'ai noté, en fait, mes plus grosses peurs que j'avais. C'était quoi? Bon, j'avais peur de plus être reconnu.
Donc, socialement, le titre, il est dégagé parce que le jour où tu annonces officiellement que tu es parti, ton LinkedIn, tu n'as plus personne qui t'appelle. Donc, ça, tu dois te préparer. Ça, est-ce que c'est ça? Donc, la peur de plus exister. Non, je m'en fichais. Moi, c'était la peur du manque financier. J'avais atteint un niveau de vie. Donc, là, je l'ai noté. OK, ben, peur, financier, ainsi de suite. Donc, quand j'ai eu ça, hop, je fais ça. Quand j'ai eu ça, j'ai noté les peurs. Je suis remonté en haut, j'ai barré peur et j'ai mis objectif. Donc, mon objectif, si tu veux, c'est vaincre la peur du manque financier. OK, qu'est-ce que tu fais? On va investir dans l'immobilier. Et moi qui aimais pas trop, j'avais ma RP, j'avais un petit investissement. Ben, on l'a fait, c'est allé très vite. Ensuite, des investissements en bourse, en crypto. Ensuite, je me suis dit, je vais quand même garder cette casquette de consultant dans des grandes boîtes. Donc, je suis dans un conseil d'administration d'une grande boîte. Je prends encore 2-3 contrats par an. Mais là, j'en ai de moins en moins parce que plus tu avances avec l'âge, plus tu veux être quitté véritablement et tu t'éloignes de ce monde-là. Donc, tu vois, tu avances tout doucement, mais vraiment, la peur pour moi, s'il y a un message clé, c'est une invitation et tu vas te planter. Et c'est bien de te planter. Toi, on le lit partout. Hein, plus vous allez nourrir des échecs, plus vous allez réussir. Quand tu vois ces phrases bateau, tu te dis, mais arrêtez, vous faites chier avec ces trucs-là. C'est une réalité. Et après? Mais de toute façon, si on ne se lance pas, il y a rien, dans la situation, il n'y a rien qui change. Donc, il n'y en a aucune possibilité de gain en ne se lançant pas. Tandis que si on se lance, peut-être que oui, il y a peut-être même ne serait-ce que 99% d'échecs, de risque d'échec versus 1%, mais c'est toujours plus que 0 en fait. Et en plus de ça, c'est jamais du 99 pour 1 en fait. Hein. Voilà. Mais même si, admettons, on était sur une stade catastrophique, le fait de se lancer, c'est hyper important. Mais le fait d'avoir un parachute avant de sauter de l'avion, c'est pas con dans l'absolu. Hein. Ça sécurise. Ouais, exactement. C'est ultra puissant. Toi, au niveau après vis-à-vis de tes clients, donc comment ça se passe? Comment tu les accompagnes? Comment la première fois que tu as été dans le désert, c'était avec des clients ou c'était tout seul déjà? Comment ça s'est passé? La première fois, en fait, c'est. Toi, on a tous une histoire de vie. Tu vois, moi, je perds mon père. Je négocie mon départ. Je passe par un cabinet expert en négociation, certainement pas un avocat parce que je suis de l'autre côté et je sais comment ça marche. J'ai participé malheureusement alors des plans sociaux, on n'en avait pas fait, mais à se séparer de personnes. On l'a toujours fait avec éthique. Et moi, je suis quelque part dans une position de nabab et dans une superposition où on veut pas me virer. C'est moi qui veux partir. Donc, à un moment, ils me disent, si tu veux partir, démissionne. J'ai un peu de bouteille, je veux pas démissionner. Je sais quelles sont les enveloppes, je sais comment ça marche et ainsi de suite. Mais si tu prends un avocat, l'avocat égale conflit. Je suis passé par un expert de la négo qui m'a retiré la charge mentale que j'avais parce que on sait tous super bien négocier pour les autres, super bien acheter pour les autres, mais pour nous-mêmes, on est des quiches. On ne sait pas négocier pour nous parce qu'il y a l'affect inconscient qui est là. Donc, moi, ayant compris ça, je me suis déchargé mentalement et j'ai donné un expert. Ça, c'est une pépite aussi pour dans cette approche-là. Quand tu es entrepreneur, tu veux tout faire. Stop. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que tu n'aimes pas, va chercher des personnes plus compétentes que toi. Moi, je prends l'image de la table. Je prends une table qui est extensible à l'infini et à chaque fois, j'invite des gens plus compétents que moi dans ce domaine précis dont j'ai besoin. Et là, tu t'aperçois que tu scales à vitesse grand V. Enfin, tu le sais, c'est comme ça que tu t'entoures aussi. Et j'ai commencé à faire ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, donc, comment j'accompagne? D'abord, je suis allé dans le désert, je suis parti le vivre. Et moi, je voulais expérimenter quelque chose pour le partager naturellement, pour pas commencer à raconter du bullshit. Donc, je perds mon père, je perds ma mère, et je m'aperçois finalement que même quand tu as 45 balais, waouh, c'est un grand coup de bambou sur la tête parce que en fait, j'étais en train d'exister. Je m'aperçois que j'étais en train d'exister. J'étais en train d'exister pour honorer les sacrifices que mes parents avaient faits, avec tout ce que ça comporte, par rapport à nos origines, par rapport au fait qu'il fallait travailler, par rapport à ci, par rapport à ça. Et c'est là une notion très importante. Exister, c'est pour les autres. Vivre, c'est pour soi. Donc, je me dis, il est temps de vivre pour moi. En fait, je me lève un matin et je dis, je vais aller raconter. Ah, il n'y a plus personne. Putain, il n'y a plus personne. Donc, je prends un coup de bambou dans la gueule, excuse-moi l'expression, et je me dis, mais en fait, tu es en train d'exister, quoi. T'existais pour honorer les sacrifices de tes parents. Il est temps de vivre. Alors, je le faisais un peu, mais pas pleinement. Et en fait, la vie, c'est ça, quoi. Tu es là pour t'éclater. Tu vois, j'aime beaucoup une expression que dit Guillaume, qui est avec nous dans le mastermind. Il me dit, mais la vie, sur cette boule ronde qui est infinitésimale dans une galaxie de fou, tu as un mec qui s'appelle Usain Bolt qui veut courir le plus vite. Moi, je veux être milliardaire. Chacun son objectif. Je dis, mais il a raison. Le temps de vie, il est tellement court, on va s'éclater. Donc, je dis, j'ai besoin de faire ce que j'ai envie de faire. Mais pour ça, il faut d'abord que je fasse le deuil parce que je viens de prendre 2 coups de bambou dans la tête en perdant mes parents. Et il n'y a rien qui se fait par hasard. Je suis sur scène à QLRR avec Cédric.
il y a 3000 personnes, on est en train de discuter, j'expose un peu ce que j'ai fait, mon virage. Et il y a le fondateur du TEDx Alsace qui m'interpelle et qui me dit « Waouh, ton histoire elle est inspirante, il faut que tu fasses un TED Talk. » Je dis « Ok, c'est bon, les planètes s'alignent, c'était dans ma bucket list, super, tu vois. » Et on discute. On se donne rendez-vous 15 jours, je te le fais rapide, on se donne rendez-vous 15 jours après. Et il me dit, en fait, au-delà de ça, j'ai besoin aussi que toi, tu me coaches parce que j'aime beaucoup ton approche. Et puis moi, je te coach en tant que speaker TEDx et toi, tu me coaches pour mon business. Mais quand on se voit, il me voit différemment. Il dit, waouh, t'as l'air triste. Je lui explique un peu ma vie. Je dis, tu sais, on était sur scène, on était maquillés, on fait fi aussi des choses. Là, je suis plus dans la vie réelle, même si je racontais pas de conneries. Et je lui raconte mon truc. Il fait, ah ouais, quand même, waouh. Il dit, tu vois, je te conseille un truc, c'est d'aller dans le désert une semaine tranquille. Je dis, mais tu plaisantes, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours voulu le faire. Il me dit, bah, tiens, je connais quelqu'un. Il me donne les coordonnées, je commande, j'appelle le mec. On est mardi, le dimanche, je pars. Je reviens à la maison, je dis à ma femme, écoute, j'ai besoin de ça, je pars maintenant, mais je pars comme on l'a jamais fait. C'est-à-dire que j'allais aux États-Unis et autres, la première chose que je faisais, un FaceTime ou un appel pour dire ça va, je suis bien arrivé, 12 heures de vol et autres. Là, je lui dis, j'ai besoin d'être seul. Il me dit, vas-y, je sens que tu as besoin de ça, est-ce qui vient de t'arriver? Je pars, j'arrive à Marrakech, le brouhaha, il y a un mec, il y a plein de monde, je ne le reconnais pas. Et j'attends 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est l'enfer, quoi. Et il y a un mec qui vient, qui me montre du doigt, c'est un bédouin, qui est analphabète. Et la première chose qu'il me dit, il fait « Waouh, t'es triste, viens, le désert va te soigner. » Je me dis « Waouh, d'où il sort ce mec ?» Tu vois, en fait, je reviens à mon enfant intérieur, je reviens à m'écouter, je reviens j'écoute mes sentiments parce que j'ai été pendant 20 ans dans un monde corporate où c'était poker face, tu dois rien laisser transparaître. Quoi qu'il se passe, tout est OK. C'est vraiment poker face, le truc. Là, tu dis, waouh, il y a juste quelqu'un qui entend tout ce que tu as à dire. Et je pars dans le désert. Alors, je résume grossièrement et je passe 5 jours, 7 jours de folie où tous les jours, on passe d'un camp à l'autre et je m'aligne en fait au niveau corps, cœur, conscience, cerveau. Je décide de marcher. Donc ça, je savais, pour avoir étudié un peu en neurosciences, que ça allait synchroniser hémisphère droit, hémisphère gauche. On décide de manger bio, que des légumes là-bas du désert et tout ça, que des fruits. Je bois que de l'eau, donc je me purifie, tu vois, un truc, mon corps top. Et puis j'ai des discussions, et puis il se passe plein de choses, et puis je comprends en fait que toutes les histoires qu'on se raconte dans la tête, soit elles nous font aller vers la vie de nos rêves, soit elles nous font aller dans un enfer mental, tu vois. Et il y a juste cette notion de pensée que je comprends, et je reviens, je me dis, mais… Et puis il y a ce mouvement d'âme qui veut dire fonce, qui veut dire marcher, c'est ce que mon père me disait à chaque fois, hein, c'est un mot arabe qui est fort. Et c'est là-bas où je me dis, mais c'est ça mon truc. Donc je découvre ma marque. Tu étais tout seul avec lui là-bas? Tu étais qu'avec des bédouins ou tu avais aussi d'autres… Non, lui, un cuistot, on était 4 en fait. 4, et c'est important, je le dis dans le livre. Il y avait Mouloud, le guide, le bédouin, qui a une histoire exceptionnelle, qui est plus entrepreneur que les plus grands entrepreneurs. Ce mec-là, je veux lui faire un film. C'est pas des conneries. Je suis en train de négocier avec des producteurs. Je suis en train de voir parce qu'il a une histoire ultra inspirante. Il est dans mon livre. On a créé une fondation là-bas. Je l'aide énormément parce qu'il m'a aidé à un moment donné de ma vie. Tu vois. Ça, c'est aussi important de jamais oublier personne sur son chemin. Salem, qui était juste le cuisinier, parce que lui, c'est pas cuisinier, et un dromadaire. Et le dromadaire, il a une importance énorme puisque c'est lui qui portait tout notre barda, c'est lui qui était tout le temps là, on a vécu avec lui aussi. C'est assez incroyable. Et puis j'ai ça, puis je me dis en fait, c'est lui qui me dit mais en fait ton truc c'est Sdam, tu l'as quoi, c'est Sdam. Et puis je reviens, j'écris mon TEDx vraiment en 20 minutes avec mon iPhone comme ça, j'avais pas de réseau mais je l'enregistre. Je reviens, je vois le fondateur de TEDx Alsace qui me met avec un coach parce que lui était occupé. Le coach me dit ouais mais il est nickel ton TEDx, en fait généralement on met 6 mois à le faire. Il y a le TEDx qui vient et puis le mouvement Sdam est lancé. Et je l'incarne et je décide d'emmener des clients. Et les premiers clients que j'emmène, c'est mon réseau. Je fais pas de pub et je leur dis, vous savez quoi? Venez, vous payez que les frais, on y va et on voit ce que c'est comme expérience. J'ai besoin de mettre en place le protocole. Je mets du dev perso, je mets de l'approche pro, je mets du coaching, je mets du mentoring. Je fais un peu de tout. Puis je commence à créer mon book, je commence à créer ma méthode là, et ça cartonne. Et j'ai jamais fait de pub. Et depuis, j'en ai fait 5 et à chaque fois, j'ai fait sold out jusqu'à février de l'année dernière où après, on a dû arrêter. Et en fait, je les emmène pour se décompresser, pour juste prendre un vrai rendez-vous avec soi-même parce qu'on ne prend pas assez de rendez-vous avec soi. Moi, je le fais dans le désert avec des cadres et des dirigeants parce qu'ils sont dans des milieux ultra bombardés d'infos. Je fais le grand écart. Mais toi, je suis sûr, Gérald, que tu as tes moments de décompression, que ce soit au volant de ta voiture, en faisant du sport, j'en sais rien. Mais on a tous besoin de ça. C'est super important dans les équilibres parce qu'on est dans une société qui nous pressurise. Et le confinement est venu asseoir tout ça. Donc, voilà ce que je fais. Je les emmène pour se rencontrer eux-mêmes, quoi. Et du coup, moi, là-dessus,
En effet, moi, tu vois, c'est quand je me mets vraiment mal au sport que j'ai l'impression de me retrouver. Donc, on peut dire, à mon niveau, bien entendu, attention, mais c'est dans une situation extrême pour moi. Le fait d'aller marcher dans le désert, ça peut être extrême pour énormément de gens. D'ailleurs, c'est extrême pour un humain. Est-ce qu'on a vraiment, on doit se mettre dans ces niveaux d'inconfort pour pouvoir se retrouver? Est-ce que c'est vraiment important? Ça enlève un contexte, sinon on n'arriverait pas à le faire dans une vie classique? Complètement, complètement. Et ça, j'en suis convaincu. Et tu l'as bien dit. C'est-à-dire que généralement, quand on dit inconfort, on dit souvent dans des endroits complètement retirés du monde, sur une montagne au Tibet, dans un désert du Sahara ou autre. Non, tu as besoin en fait de créer cette nouvelle chimie dans ton cerveau. Tu vois ce que tu viens de dire? Si tu l'analyses de manière philosophique, tu vas dire, OK, tu vas faire du zen ou tu vas faire du sport. Mais si tu l'analyses de manière scientifique, neuroscientifique ou un peu plus pragmatique, on va dire, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Tu es en train de baisser fortement le cortisol et tu es en train d'envoyer un maximum de neurotransmetteurs positifs, adrénaline, dopamine et autres, qui vont te mettre dans un état où tu n'en peux plus. Mais quand tu sais que tu redescends, après, tu as l'ocytocine, tu as tous ces neurotransmetteurs qui sont là en train de se déverser à foison quand tu es sous la douche et tu dis waouh! Donc, ton cerveau, il se dit quoi? Il est toujours dans la recherche du plaisir ou l'évitement de la douleur. Mais quand tu comprends que le vrai plaisir, il est quand tu passes cette douleur, c'est pour ça que c'est important de franchir ce pas, de se dire cette zone d'inconfort. En fait, tu sais que si tu vas avoir les six-packs pour cet été, faut pas que tu manges ce gâteau. Donc, tu dois passer au-dessus de ce gâteau pour aller boire ce verre d'eau. Si tu sais que pour te sentir bien et pour faire plus de chiffres, tu dois aller à la salle et puis te mettre ta race, comme tu dis, ou comme on se dit, tu sais que tu vas passer cette douleur de la 100e pompe ou j'en sais rien, pour te sentir bien dans la douche après. Si tu sais que pour gagner l'argent que tu souhaites, il faut aller chez le banquier, accepter 10 refus de prêt ou 5 refus de prêt pour ensuite en avoir un. Il faut franchir la peur de l'autorité pour créer un cabis avec tout ce que ça comporte. Il faut accepter d'aller aller à un rendez-vous d'un contrôleur fiscal qui peut te faire juste flipper alors que c'est juste un être humain comme toi. Et je pense que tu sais, on a de quoi on parle. Je vois très bien de quoi on parle. Le mec, il vient, tu as l'autorité qui te dit ouais, mais non. Soit tu te liquéfies et tu dis stop, ou soit tu te dis ok, je vais y aller. De toute façon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais aller expliquer. Si c'était pas en règle avec la législation, ok, je paierai ce que j'ai à payer parce que tu as une approche éthique. Mais tu es obligé d'aller dans ces zones d'inconfort parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne nous a pas appris à ça. On nous a appris à véritablement aller à l'école 20-25 ans, travailler 40 ans, et ensuite on nous a appris ça, on nous a pas appris à faire de l'argent. Et là, il y a un éveil de la conscience collective où les gens décident de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est là où, quand tu comprends ça, tu décides de faire quelque chose et tu y vas à fond en mode Pareto à 80-20. Moi, le sport, 80-20. Tous mes domaines de vie, l'immobilier, 80-20. L'entrepreneuriat, 80-20. Je fais vraiment ça. Alors, je suis pas en train de tout calculer, mais je le fais véritablement. C'est devenu des réflexes. Et oui, à chaque fois, je me suis aperçu que c'était quand je sortais de cette zone dite de confort, qui est plus, en fait, une zone où tu es en train de mourir, quoi. C'est plutôt que de dire, quand tu vois, on le répète trop souvent, zone de confort, zone d'inconfort, surtout sur Internet, t'as des coachs autoproclamés, tout le monde se dit expert de tout. Tu as juste besoin de comprendre une chose, c'est que si ça te fait un petit peu flipper, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une invitation. Tiens, écoute-le. Il y a peut-être quelque chose qui doit résonner en toi. Les gens qui viennent te voir, ça pourrait être des gens qui réfèrent, par exemple, des cérémonies d'ayahuasca, des choses comme ça, où ils sont vraiment dans le sport, dans le déplacement. Parce qu'on peut se retrouver aussi dans des états de transe liés à des… Enfin, tu peux peut-être expliquer ce que c'est d'ailleurs, l'ayahuasca. Bien sûr. Mais ce genre de truc-là. Alors, il y a tout, il y a véritablement tout. Moi, tu vois, je dis toujours, j'attire les gens dans mon garde-manger de la connaissance. C'est-à-dire que j'ai fait une espèce de garde-manger et j'ai appris plein de choses que j'ai cumulées. Moi, pour exister, il fallait que je lise. Mon étagère qui est là avec des centaines de bouquins, des formations, je dégainais ma carte bleue de partout. Et en fait, c'était même le mec un peu chiant, prétentieux. À toutes les soirées, il y avait une réponse à tout sur tous les sujets. Tu vois. Mais en fait, tu t'aperçois d'une chose, c'est quand tu as, là aussi, en approche Pareto, quand tu as une opinion sur tout, tu as une solution à rien en fait. J'aime bien cette phrase parce que tu as une opinion sur tout, mais tu as une solution à rien. Par contre, essaie de te focuser sur un domaine bien particulier, là tu verras que ça va changer. Donc moi, je dis que j'accueille les personnes et ces personnes vont juste m'expliquer et je vais pouvoir les aider parce que ces personnes sont peut-être là où j'ai été bloqué à un moment de ma vie
Et ces personnes veulent être là où je suis actuellement, tu vois. Donc, je vais aider les personnes qui sont là. Donc, ces personnes vont avoir expérimenté plein de choses. Moi, j'ai été un touche-à-tout. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait pas mal d'expériences et je me suis aperçu que ces expériences-là, elles pouvaient te permettre une chose, en fait. C'est de réduire le brouhaha mental qui est véritablement ton principal ennemi. Ton principal ennemi, c'est toi. C'est toutes les histoires que tu te racontes dans la tête. Donc, quand tu réduis ça, bah, tu accèdes à cette puissance qui est en nous, mais cette puissance qui est en nous, ça paraît déjà complètement hallucinant. Cette puissance qui est en nous, c'est simplement la puissance qui fait pousser tes cheveux pendant que tu dors, qui te fait respirer pendant que tu dors, qui te fait pousser tes ongles pendant que tu dors. Moi, j'aime bien mettre des choses très pragmatiques, parce que sinon, on commence à partir dans les hautes sphères et on comprend pas. Donc, oui, il y a une puissance invisible qui est là. L'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, mais ça c'est ma verticalité, c'est mon truc intime. Si je crois en Dieu, c'est moi. Si j'ai une religion particulière, c'est moi. Après, j'ai mon deuxième cercle où je partage des choses et là, ça te permet de diffuser ton message. Donc, il y a des gens qui vont venir et qui ont expérimenté plein de choses, mais moi, la meilleure expérience que je leur fais vivre, c'est la découverte d'eux-mêmes au travers de ces 4 C, corps, cœur, conscience, cerveau. Donc déjà, quand tu vas mieux connaître ton corps, pour avoir été dans le milieu footballistique, et je joue au golf aussi, comme tu sais, j'aime beaucoup ça, c'est de la biomécanique. La différence entre Kim, Gérald et Tiger Woods, c'est que lui, il s'entraîne beaucoup plus. Il connaît parfaitement son corps, c'est-à-dire que le micro-muscle du doigt, je pousse, lui, il sait comment il réagit. Donc, il va savoir positionner sa main parce que c'est là aussi, ah ouais, il y a un don, ouais, oui, ok, d'accord. Mais ce don-là, il l'a tellement travaillé que c'est devenu cette fameuse zone de génie inconsciente. Tout comme toi, tu appuies sur le bouton pour lancer des business, pour acheter des pubs, pour racheter des sociétés. Bref, Mais à côté de ça, quand je me lève, je renverse mon café. Voilà, exactement, tu vois. Et quand tu comprends ça, bah tu vois les choses de manière complètement différente et tu te dis juste que tu as juste besoin de connaître ton corps. Après, pas oublier qu'on est des êtres de chair, de sang et d'émotions, que trop longtemps on nous a dit de ne pas exprimer nos émotions. Donc, si tu comprends que le cœur, scientifiquement prouvé, vibre 5000 fois, enfin, sa magnitude est 5000 fois plus puissante que le cerveau, parce que le cerveau, c'est des ondes électriques, hertziennes. Le cœur, c'est de la magnitude. Donc là aussi, c'est de l'énergie, parce que tout est énergie. Quand tu comprends ça, tu dis, ah ouais, pas mal. Au niveau de la conscience, c'est juste de réduire les pensées. Donc, réduire un peu les pensées qui sont le frein entre ton conscient, ton inconscient, ton subconscient, parce que c'est une espèce d'autoroute. Tu vois, j'aime bien cette image. Tu dois traverser pour aller de l'autre côté, et tu as une autoroute avec des voitures qui passent tout le temps. Waouh! À un moment donné, il faut peut-être juste faire pause, mettre des péages, et là, tu vas pouvoir traverser plus sereinement. Et puis après, tu as la partie cerveau. Comment fonctionne le cerveau? Alors, oui, les neuroscientifiques te disent entre 3 et 5%, mais on s'en fout de tout ça. Juste quand tu comprends cette notion de neurologique et biologique, tu comprends comment tu vas faire des choses. Et en faisant ça, les gens vont avoir besoin d'une expérience chamanique avec une substance ayahuasca de plantes pour calmer tout ça et aligner tout ça en un reset. Tu vois, c'est le contrôle alt-sub sur les ordinateurs. Oui. D'autres vont avoir besoin d'un coach, du reiki, de l'hypnose, peu importe. En fait, les moyens, c'est tous les mêmes. C'est même un coach pour développer le e-commerce. Il peut le faire parce qu'il va te dire, OK, voilà comment tu fais, ça c'est le comment. Mais le pourquoi, qu'est-ce qui t'anime, il va travailler aussi sur l'approche développement personnel pour faire en sorte de t'amener d'un point A à un point B qui est être heureux, parce que c'est le seul objectif qu'on a en tant qu'être humain, c'est être heureux et vivre pleinement sa vie, quoi, ici. Et les moyens, tu vas entrer dans plein de garde-manger de plein de personnes. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, cette approche qui consiste à dire, on a une chose, nous, l'être humain, que aucune autre espèce vivante a sur cette planète, c'est le libre arbitre. Putain, utilisons-le, quoi. Utilise-le. Tu fais, tu fais pas, tu fais pas. C'est ultra puissant et en effet, c'est un vrai sujet. Quand j'ai écrit une page de vente là pour mes prestats de consulting, et dans la FAQ, il y a une question qui est: est-ce que c'est un programme de développement personnel? Parce qu'on peut vite avoir. Moi, j'amène des choses très factuelles dans des moyens, que ce soit marketing, organisation, etc. Mais indirectement, je marque non dans la page. Mais indirectement, il y a des gros sujets. Parce que le gars doit lancer son business. S'il n'est pas ultra aligné, ou s'il fait semblant d'être aligné, ou s'il s'est pas rendu compte qu'il ne l'était pas, s'il y a plein de possibilités, on peut pas mettre une seule étiquette sur le truc, mais ça sera forcément saboté. Et donc, il y a forcément des questions qui sont très liées au dev perso. Et moi, je m'interdis de faire du dev perso. Moi, je suis un client de coach, je suis pas un coach de dev perso, quoi. Mais en effet, c'est extrêmement lié.
Et c'est un sujet qui est ultra sensible, qui moi me fait même un petit peu peur. J'aime le bosser pour moi, mais quand j'ai des gens sur lesquels je sens qu'ils vont avoir besoin d'un accompagnement plus sur eux-mêmes, plus que dans leur business, c'est ce genre de profil-là que j'aime bien les aider, mais je me sens pas hyper légitime pour le faire. Et parce que justement, il y a trop d'enjeux et ça me fait flipper. Mais en tout cas, il y a du dev perso partout. Je vais te dire, moi, pour être dans le mastermind avec toi, balaye-le d'un revers de la main parce que tu es hyper inspirant. Je vais te dire une chose, c'est effectivement quelle connotation, quelle étiquette on met derrière dev perso. C'est toujours pareil. Si tu veux, on est tous des experts du dev perso, on fait tous de la politique. Madame Michu au Café du Commerce, elle fait de la politique, mais ça en fait. Ah non, moi, la politique, j'en parle pas. Mais rien que de le dire, t'en fais. Tu vois, c'est comme l'histoire de dire, allez, on va ouvrir un débat sur le e-commerce. Ou le bénéfice du e-commerce. Rien que le fait de mettre un cadre, tu as mis un cadre, donc les gens ne peuvent pas sortir de la boîte. Tu vois, c'est un peu cette approche-là. C'est pour ça que je dis, tout dépend de la définition que toi tu mets du e-commerce, du dev perso. Moi, j'ai aucun problème à parler de dev perso, à parler de religion, à parler de spiritualité. À partir du moment où tu es en mesure de répondre à l'ensemble des questions pragmatiques et à partir du moment où tu es aussi capable de dire, je sais pas. Moi, ça, je sais pas. Et c'est là où les gens qui vont commencer à te dire, faut faire ci, faut faire ça, et ainsi de suite. Ok, ça a fonctionné pour toi, mais les bons coachs sont ceux qui posent les bonnes questions, qui vont être en mesure d'aller identifier quel est le point bloquant, parce qu'on est tous constitués de la même manière. C'est-à-dire que je prends cet exemple. Alors, tu as tous les tests possibles et imaginables, mais tu prends un cercle vierge, c'est la manière dont on vient au monde, tous, une espèce de cercle vierge. Et après, on va aller vers des différents points cardinaux, combien on a, des fois tu en as 9 selon l'énéagramme, tu en as 15, 20, on s'en fiche, mais tu vas aller en fonction de ton environnement, de ta famille, de ton genre, plein de choses, tu vas commencer à construire ta vie. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que de 0 à 3 ans, en fait, tout être humain a besoin d'attention et d'amour uniquement. On ne comprend pas le reste. Ensuite, de 3 à 7, 8, 12 ans, peu importe les stats, c'est là où on va venir créer tous les paradigmes conscients, inconscient plutôt, donc croyance limitantes, croyance dynamisante, tout ce qu'on entend. Parce qu'on est à 5% conscient et 95% inconscient. Mais là aussi, c'est ce qu'on entend partout. Si on l'explique différemment, et on dit que de 3 à 12 ans, en fait, nous, on a été enfants, nos yeux, c'était des caméras et nos oreilles, des micros. Donc, tout ce qui se passait, on l'enregistrait et ça s'est gravé là. Donc, c'est inconscient. Donc, c'est pour ça que tu réagis en prenant, je sais pas, un stylo comme ça, parce que tu as vu papa fumer tout le temps, alors que tu n'es pas fumeur. Toi. Je pousse le truc grossièrement. Donc, quand tu comprends ça, tu vas commencer à aller comprendre tes réflexes instinctifs pour te dire comment ça se fait que je réagis comme ça. Et tu vas pas commencer à faire du développement personnel de comptoir comme des discussions de café du commerce, de politique. Tu vas juste, toi, te dire, vous savez quoi? Je vais vous expliquer moi comment j'ai réussi à m'aligner par rapport à qui je suis véritablement avec toute mon histoire pour être au volant d'une Ferrari, gagner des centaines de milliers, voire des millions d'euros en étant parfaitement lié parce que je sais que ce que je fais, c'est OK avec qui je suis véritablement. Et c'est là où il y a une dichotomie où les gens ne comprennent pas et se disent, mais attends, c'est pas normal, lui va me parler de dev perso, c'est juste pour me prendre ma carte bleue, pour ci, pour ça. Et c'est en ce sens-là où je dis, il faut incarner ton business, incarner ton mouvement. Et quand tu incarnes ton mouvement, bah, tu dois être encore plus polarisant, c'est-à-dire que tu dois être soit véritablement apprécié, soit détesté, mais on s'en tape parce que tu dis ta vérité, c'est que ta vérité. Et le dev perso, ça a été servi à toutes les sauces, mais en fait, tu peux pas faire autrement. Le dev perso, t'es l'être humain. La seule chose qui ne changera jamais dans ce monde, c'est le changement. Tout est en constante évolution. Donc, nous-mêmes, on change. La personne que l'on est là maintenant est différente de la personne qu'on était il y a une demi-heure parce que tu m'as dit une chose qui m'a fait percuter, je t'ai dit une chose qui a fait percuter. Donc, on évolue tout le temps. Et ça, c'est du dev perso. C'est pas uniquement le Miracle Morning, c'est pas qui est super bien. Je suis passé par là. C'est pas l'ayahuasca, c'est pas une expérience. C'est pas que ça. Le développement personnel, c'est prendre justement tous les ingrédients qui te correspondent dans le garde-manger qui est offert par tout le monde et te faire ta propre sauce parce que tu es une personne unique. Et toi, tu as des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas, tout en respectant ton prochain, mais tout en étant parfois con parce que en fait, on est une pièce à double face. Pour connaître l'amour, faut connaître la haine. Pour être super gentil, faut avoir été con. Et puis moi, j'aime bien me mettre sur la tranche de la pièce de temps en temps, tu vois. Et c'est pour ça que moi, il y a un message que je dis, mais vas-y, assume-le. Si les mecs essaient du dev perso, à ma sauce, tu l'appelles comme tu veux. Mais en tout cas, moi, mon objectif, avec tes mots, c'est faire en sorte que tu trouves ton alignement et tu découvres qui t'es véritablement au plus profond de toi.
Un mec m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir qui je suis au plus profond de moi? C'est quoi? C'est une expérience scientifique? Tu vois, tu as plein de questions. Maintenant, tu vas juste voir. C'est du dev perso, c'est de la spiritualité, c'est de la méditation, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est toi qui mettras l'étiquette que tu veux à la fin parce que c'est toi qui auras vécu l'expérience. Et surtout, vivre une expérience. Ouais, mais tout ce terme-là, je pense qu'il est ultra galvaudé par les coachs YouTube aussi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de... Les coachs les plus visibles. Alors moi, je dis pas non, parce que déjà, je serais même pas vraiment qualifié pour pouvoir juger leur travail, parce que je sais pas, mais ces gros phénomènes de masse comme ça, je me méfie un petit peu quand même. Enfin bref, de ton côté, sur ta carrière, pardon. Juste parce que, en fait, ils répondent à une demande. Tu vois, c'est comme tout. Tu as une véritable demande. Et c'est là où je te rejoins. C'est-à-dire que tu fais cette parenthèse, tu t'aperçois de ça. Soit tu te dis, mais attends, c'est n'importe quoi, c'est nul. Non, les mecs, chapeau, vous faites un super truc. Maintenant, ça me correspond pas. Hop, je mets mon focus ailleurs. Et c'est un peu ce que tu fais, c'est un peu ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des groupes avec des personnes qui pensent un peu comme nous aussi, où on n'est pas avec la grosse artillerie. Oui, il y a des outils. J'ai été directeur marketing, je connais les biais cognitifs, je sais les utiliser. Mais par contre, le scarcity exacerbé pour te dire il n'y a plus que 20 places, stop, non. Ça, là, moi, le soir, je peux pas m'endormir sereinement avec ça. Mais si ça marche pour d'autres, je vais pas critiquer. Moi, j'utilise différemment. Quand je dis je ne prends que 20 places, c'est que je prends véritablement que 20 places, tu vois. Mais je suis 100% d'accord là-dessus. Enfin, c'est évident et le marché s'éveille en plus de ça, donc c'est une bonne chose. Les gens vont enfin, il y a eu un âge d'or enfin pas des arnaques, mais des petites douilles sur Internet. Et là, on n'en est plus, et c'est une bonne chose dans le marketing de manière générale. Toi, sur ta carrière, enfin sur tes carrières, j'ai envie de dire presque. Il y a eu celle du foot, il y a eu celle du corpo, celle d'aujourd'hui, puis encore. C'était quoi ton plus gros effet de levier? Mon plus gros effet unique, de levier. L'effet unique ou sur chacune de tes étapes de vie, pas de. Est-ce que dis-moi, est-ce que tu parles financier ou pas que? Comme tu veux. Ok. Ça peut être de l'état d'esprit, ça peut être du financier, ça peut être de la structuration. Alors, je vais t'en donner deux. Le pragmatique au niveau financier, c'est de comprendre justement cet effet de levier avec l'ADA, l'argent des autres. Le jour où j'ai compris, quand j'avais 24, 25 ans, parce que c'était tout récent à l'époque, hein, c'était l'émergence d'Internet, on n'avait pas encore ça. Le fait d'avoir plusieurs sources de revenus et de pouvoir faire de l'argent grâce à l'argent des autres, ce qui est encore aujourd'hui par 95% de la population pas compris. Hein. Tu vois, c'est l'ADA, mais c'est quoi l'ADA? L'argent des autres. Mais c'est-à-dire, c'est tout con, c'est tu vas à la banque, t'empruntes grâce à ton Saint Graal qui est le CDI, qui n'est pas forcément un Saint Graal parce que c'est contrat à durée indéterminée, ça veut dire qu'il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Je ferme la parenthèse. Mais c'est ok, t'empruntes, ouais, mais t'es pendu sur 20 ans. Ouais, sauf une chose, Coco, c'est que non seulement c'est pas toi qui paye le loyer, donc c'est ton locataire qui paye le loyer, et en plus de ça, pendant que ton locataire paye le loyer, donc ton capital restant dû diminue et ton patrimoine augmente. Les gens ne comprenaient pas. Et quand je l'ai posé, et je le comprenais pas, et quand je l'ai posé, et que je me suis dit, en fait, je vais acheter un immeuble 100. Je vais rembourser 10, d'accord, tous les ans. Donc, on prend un truc facile à calculer. En fait, je vais avoir un locataire qui, lui, va me donner 10 tous les ans. Donc, c'est le locataire qui va rembourser. Donc, moi, j'ai rien à rembourser. L'immeuble m'appartient. Potentiellement, je vais aussi gagner un tout petit peu si je l'ai bien loué par mois. Et en plus de ça, à la fin, l'immeuble m'appartient et il vaut 200 parce qu'il a pris de la valeur. C'est magique. Ça a été mon plus grand game changer quand j'ai compris ça. Ça a été sur l'approche immobilière. Donc, j'ai mis ça à fond. Je l'ai ensuite répliqué sur les investissements boursiers, la crypto, les choses comme ça. Ça a été important. Mais sinon, ça, c'est qu'un moyen. L'argent, c'est qu'un outil. Tu vois, il y a une phrase super importante. L'argent, c'est véritablement comme le flux d'une rivière. Ça doit couler. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une entrée et une sortie. Si tu comprends ça, combien de fois tu as fait je sais pas si tu peux nous dire ton plus gros chèque ou virement ou CB pour une campagne pub, c'est combien, toi? Alors, c'est dilué dans le temps, donc c'est compliqué à dire, mais l'an dernier, on fait 2,2 millions d'investissement de pub. Enfin, sur 2020. Tu vois le truc. Et là, ça peut faire frissonner, ça peut faire flipper tout le monde. Mais en même temps,
le ROI, il est pas de 2,5 millions. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as su donner le fameux donner-recevoir, tout ce qu'on entend dans le développement personnel. Tu as Ronaldo qui le dit très bien. Ronaldo l'explique en disant, Cristiano Ronaldo, qui est juste un mec super talentueux, qui a compris comment son corps fonctionnait, lui, il te dit juste, on m'a appris toujours que ce que tu donnes, Dieu te le redonne x10. Donc lui, il a eu cette croyance-là. Donc lui, c'était par rapport à Dieu. En plus, il y a une puissance divine et autres. Mais c'est véritablement ça. C'est ce flux de la rivière, ça doit couler. Donc cet argent, l'argent, ça c'est important. C'est les deux principales peurs. Hein. Quand tu franchis la peur du regard de l'autre, donc du jugement, et la peur du manque financier, il peut plus rien t'arriver en fait. Et tous les entrepreneurs que je connais qui ont fait succès, je te pose la question, est-ce que tu as peur du regard de l'autre? Je connais la réponse. Toi, tu t'en contrebalances et tu as complètement raison. Et est-ce que tu as peur du manque financier? Non, parce que tu sais aussi comment faire de l'argent. C'est-à-dire que. Ouais, mais à côté de ça, non, mais là-dessus, par contre, je dois quand même, j'en ai pas une peur, la même peur qu'avant, mais c'est quand même encore une préoccupation. C'est quand même encore un sujet. Ouais, c'est OK. Mais moi aussi, parce que vu les niveaux de vie qu'on a atteints et ce qu'on aime faire, c'est une préoccupation. Et c'est une belle transition sur le deuxième sujet, qui est justement cette notion d'effet cumulé, en fait. Mais l'effet cumulé pour tout. Darren Hardy, game changer. Je lis ça aussi très jeune. Alors, j'avais lu plein de trucs sur le dev perso, mais je m'aperçois véritablement de l'effet cumulé et des petits efforts cumulés, en fait. Et je me dis, je commence à faire des petites choses. Donc, quand j'ai commencé je prends Limo, j'ai commencé en me disant, allez, chaque samedi, parce que je voyageais beaucoup, chaque samedi, je vais aller faire 1 ou 2 visites. Et pendant 1 an, j'ai fait ça. Sans rien acheter, parce que je trouvais toujours des excuses. J'avais encore peur de franchir le cap. Hein. Mais au moins, j'y allais. Je m'apercevais que j'étais devenu expert pour poser les bonnes questions et ainsi de suite, pour identifier les points de négociation et autres. Donc, les petits effets cumulés. Le sport, pareil. Et j'ai mis ça dans les 4 grands domaines. Donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment corps, cœur, conscience, cerveau et de faire juste des petites choses régulières de manière La récurrence, c'est clé. C'est véritablement clé. La répétition espacée, c'est clé. C'est ce qui va te faire changer la vie. Donc, l'effet cumulé, la répétition espacée et puis l'argent des autres, ça a été mes 2 effets de levier énormes qui m'ont aidé sur l'aspect perso et pro. C'est top. J'ai pas trop les mots parce qu'en fait c'est tellement cadré, c'est tellement parfait, ça coule, c'est parfait, et puis je peux que approuver, c'est vraiment ultra puissant. Si maintenant tu pouvais en un claquement de doigts maîtriser l'expertise que tu veux, ça serait quoi? Pas besoin de travail, pas besoin d'effort, tu claques les doigts, tu maîtrises ce que tu veux comme expertise. La maîtrise de mes pensées. La maîtrise de mes pensées, c'est-à-dire que j'y travaille beaucoup déjà. Mais si tu veux, en fait, 95% des pensées sont les mêmes que la veille et sont souvent des pensées négatives. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu'en fait, tu vois, toutes les phrases qui consistent à dire, enfin, le fameux livre Think and Grow Rich, donc Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, il y a le film qui vient de sortir, que je vous invite à regarder, qui est absolument super puissant parce que il est adapté au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as Grande Cardone dedans et tout ça, donc ça remet tout au niveau réaliste et réalistique surtout. Et en fait, quand tu sais comment quand tu sais comment fonctionne ton cerveau et que tout vient d'une pensée, Jobs, il a pensé un moment l'iPhone et ensuite il l'a mis dans la matière. Tu as pensé à un moment donné ton business, tu l'as mis dans la matière. J'ai pensé à un moment Sdam, je l'ai mis dans la matière. J'ai pensé au livre, il est là derrière. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup écouter Jim Quick, Jonas Saraf, Joe Dispenza, qui eux vont t'expliquer comment fonctionne ton cerveau et ils vont te dire, en fait, si tu es là, c'est parce que ton corps, il est un peu avachi. Donc, tu es en train d'envoyer un message inconscient à ton corps que tu es triste. Donc, il est en train de développer de la chimie négative. Si tu fais juste ça s'inverse en 1/10 de seconde. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah ouais, ça fonctionne. Et si tu peux te mettre en ce qu'on appelle en métacognition, donc, tu vois, c'est l'exemple. Je passe une journée de merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Pose-toi 2 secondes et vas-y. Parce qu'une pensée va entraîner une pensée qui va entraîner une pensée qui va entraîner une pensée. Qu'est-ce que tu penses là? En fait, en fait, je suis en train de penser, je dis n'importe quoi, hein, j'improvise comme ça. Je suis en train de penser parce que je suis en train de faire des travaux dans un des investissements locatifs. Et puis, ce qu'a fait le plombier au niveau du carrelage ou le carreleur au niveau de la salle de bain, c'est pas du tout ce que je lui avais demandé. Ça m'a contrarié. Et quand je lui ai dit, il m'a envoyé chier. Et c'est resté. Et puis, ça m'a entraîné. Et puis, le lendemain, ça me
fait passer une journée de merde. Mais non, tu dis n'importe quoi. Bah, je t'assure que parfois, c'est ça. Et le meilleur exemple de prouver que la puissance de la pensée est forte, je te dis plage, ça y est, toi, tu es parti, tu es en train de faire toutes tes vacances de tout ce que tu as fait dans le monde. C'est là où les plus grands qui arrivent à maîtriser leur pensée, alors tu peux pas le maîtriser à 100%, sinon tu deviens moine au Tibet. Mais ce que je veux dire, c'est maîtriser encore plus mes pensées pour rester dans le moment présent, parce qu'il n'y a que ça qui existe, il n'y a que ça qui correspond, et vivre des expériences de vie de dingue, que ce soit matériel ou non matériel. J'aimerais vraiment, là, on me dit, vas-y, t'appuies sur le bouton, c'est bon, je maîtrise mes pensées, quoi. Et ça serait génial. C'est vrai que c'est pas mal ça. Ça, c'est pour le coup, on me l'a pas dit, c'est la première fois qu'on me le dit, mais c'est vrai que je crois que c'est peut-être celui que je reprendrai que je piquerai un petit peu. Mais vas-y, tu sais pourquoi, Gérald? Parce que j'ai appris, avant, j'étais beaucoup dans le comment. Moi, j'ai appris une chose aussi, c'est que, en fait, si tu es dans le pourquoi, le fameux why, hein, à 90% du temps, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ce podcast-là? C'est pas pour te flatter ton ego, c'est pour aller inspirer le petit jeune qui a vécu la même galère que toi à dire il y a une sortie, il y a quelque chose. C'est vraiment pour ça. On se connaît, je sais. Moi, c'est pour ça aussi. Pourquoi j'emmène les gens dans le désert? Pour leur dire, mais tu peux pas leur imposer, c'est juste leur proposer. Les gens viendront quand ils seront prêts. Et une fois que tu comprends que c'est ce sur quoi tu dois te focuser un maximum, le comment va venir naturellement. C'est-à-dire que ça va être le désert, ça va être les pubs, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on a Insta, Snapchat, TikTok. Demain, ça sera des nouveaux outils. Les outils vont toujours évoluer. Donc, quand tu te focuses là-dessus et que tu donnes un maximum de valeur, c'est une des clés que je souhaite donner, c'est que tu passes du côté des créateurs. Parce qu'on est dans un monde de compétition, de conditionnement, de confinement. Tu es dans ce monde-là et donc tu es toujours en train de te confronter à « Ouais, mais je ne suis pas légitime, je ne veux pas le faire. Ou il faut que je fasse mieux que lui. Lui, il a fait une pub. » Tu t'en tapes. Va de l'autre côté, fais une case basique et tu dis « Je vais dans le monde des créateurs. Moi, je vais créer. Moi, je vais être disrupteur. Moi, je vais commencer à faire de la pub et puis je vais me faire bannir par-ci, par-ça, c'est pas grave. Mais je veux créer quelque chose de différent. Tiens, je veux faire un podcast qui va parler de dev perso, de spiritualité, de chamanisme, d'ayahuasca pour être milliardaire dans le e-commerce. » Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Tu vois, en fait, c'est faire du Neymar, comme je dis souvent, aller là où on t'attend pas parce que c'est là où toi, tu es super à l'aise. Donc, va du côté des créateurs et ça, c'est un truc qui est super puissant. C'est noté. Si tu pouvais te réincarner pour 24 heures seulement, dans ce que tu veux ou dans n'importe qui, vivant, fictif, réel, peu importe. Moi, je ferais Nelson Mandela. J'aurais dit Jobs il y a quelques années, et maintenant je dirais Nelson Mandela. Parce que j'arrive à la cinquantaine et que je me dis que j'ai lancé ce mouvement SDAM que tu connais. Il m'appartient plus déjà parce que des gens reprennent le nom. J'ai déposé la marque. J'ai fait un livre. J'espère faire un film un jour. Je vais faire un film un jour. C'est pas j'espère. On va lancer une ligne de vêtements. On va créer une fondation SDAM. Donc tout ça, ça peut flatter l'ego, mais en fait, c'est pour laisser l'héritage. Et ça, c'est super puissant parce que dans les moments de vie forts que j'ai vécu, moi, j'ai perdu un frère aussi à l'âge de 20 ans. Ça a été déjà un premier déclic, plus mes parents, plus un beau-frère très récemment. Mais ça, c'est l'histoire de vie qu'on a tous. Et je me suis aperçu à chaque fois qu'ils sont partis sans rien, sans iPhone, sans maison, sans bagnole. D'accord? Alors, ça paraît basique, mais quand tu es confronté à ça, tu te dis, OK, à quoi tu penses quand tu penses à chacune de ces personnes-là? Tu te dis, waouh, c'était un mec bien. Tu te dis pas, il a fait 2 500 000, il avait 4 voitures, il avait une maison, tu vois. Et je me dis, en fait, je me pose véritablement cette question et je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser de moi le jour où je serai parti? C'est pas pour flatter mon ego, mais qu'est-ce que je vais laisser? Et c'est pour ça que, à la place de Mandela, quand tu lis sa biographie, je l'ai lu, elle est surpuissante. Je sais pas si tu connais l'histoire de Mandela quand il sort de prison et qu'il est dans un café. Il s'arrête dans un café et il est avec ses gardes du corps parce qu'il est président d'Afrique du Sud à cette époque-là, ou dans un restaurant, je sais plus quoi. Puis il voit un mec et il dit à un de ses gardes du corps, va l'appeler et dis-lui de venir manger avec nous. Et le mec vient, mais il tremble. Et il arrive même pas à manger, il part. Et son garde du corps lui dit, mais Nelson ou Monsieur Mandela, il fait, pourquoi cette personne tremblait comme ça et elle était malade, vous la connaissiez et tout ça? Il dit, cette personne-là, c'était mon gardien de la geôle dans laquelle j'étais. Et à chaque fois que je revenais de l'isolement, je lui demandais de boire parce que j'avais soif. Il ouvrait la porte et il m'urinait dessus. Et le mec, il a cette puissance d'esprit pour dire, qu'est-ce que je vais lui faire? Je suis devenu, moi, président. Donc maintenant, je vais juste te laisser quelque chose en disant, même ton pire ennemi, lui fait pas de mal, quoi. Tu vois? Donc, tu es plus dans de la sagesse, dans de la philosophie.
Mais ça n'empêche pas d'être président d'Afrique du Sud. C'est pour ça, Nelson Mandela, tu vois. Le mec, il a atteint le Saint Graal, le pouvoir, parce que l'être humain, il veut le pouvoir, avec tout ce que ça comporte. Mais en même temps, il y a cet équilibre, donc cet alignement. Donc Mandela, mais peut-être que j'éviterai la prison, juste quand il est président d'Afrique du Sud, tu vois. On a eu des réponses très très particulières. Yoni, par exemple, nous a dit qu'il voulait se réincarner en Hitler en 29 pour se mettre une balle dans la tête. Donc tu vois, c'est un autre président, enfin c'était un autre, un autre chef d'État, pas tout à fait le même CV par contre. Mais voilà. Ça pas Yoni, ça lui va bien ça en plus. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est quoi la suite pour toi? Là, tu as eu une année compliquée vis-à-vis de ton business, parce que tu amènes quand même les gens au Maroc. C'est quoi la suite là? Comment ça va se passer? Alors, grâce justement au mastermind, grâce au groupe dont on fait partie, j'ai repensé mon business. Moi, je voulais pas faire si tu veux, mon game changer, il est dans le fait que j'emmène les gens et dans le présentiel. C'est pour ça que je l'appelle évasion. On s'évade du système. Mais pour autant, je me suis aperçu qu'il y avait une véritable demande. Donc, je voulais pas aller dans l'internet, mais j'y suis allé parce qu'il y a une véritable demande. Donc, j'ai créé Zdam Éclosion, donc l'accompagnement de 6 mois, parce que tu as des personnes qui sont à des postes dits de nabab, en théorie super intéressants, et qui savent pas par où commencer. Donc, c'est d'abord d'identifier ce qu'ils veulent faire, de l'incarner, et puis après de faire la transition de manière smooth, tu vois. Donc, c'est 6 mois. Et j'ai lancé ça avec tous les conseils que j'ai pu avoir, où j'ai parlé de choses pragmatiques. Je sais ce que tu ressens quand tu es dans une réunion et qu'en fait, t'en peux plus. Je sais ce que tu ressens quand tu es encore une fois dans un lounge d'aéroport et que tu dois rentrer un samedi midi pour repartir le lundi matin. Je sais ce que tu ressens quand tu as envie de tout claquer, mais tu peux pas te permettre parce que tu as ta voiture, ta maison, la résidence secondaire et puis maman qui fait de la danse et papa qui va au golf. Donc, tout ça. Et quand j'ai lancé ça, j'ai eu beaucoup de demandes. Donc, j'ai pris une vingtaine de personnes uniquement. Donc, pour l'instant, j'ai ça. Mais ça, je le fais de manière transitoire. Là, je vais mettre un gros focus sur le livre parce que plusieurs personnes l'ont lu et m'ont dit que c'était très intéressant. Et surtout, j'ai validé les 3 prochaines dates de cette année. Et je sais quand les frontières vont s'ouvrir, ça fera sold out. Donc, septembre, octobre, novembre. Parce que c'est véritablement ce que je veux faire. Ça, c'est pour cette année. En même temps, je me dis que sur les prochaines années, je suis en contact avec des gens en Patagonie, en Mongolie, parce que j'aimerais faire vivre cette expérience dans les plus beaux déserts du monde, tu vois. C'est ce que je te disais. Alors, le désert du Maroc, super. Le désert d'Algérie, j'aimerais tellement, c'est mon pays d'origine. Je suis en discussion, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, si tu veux, je me projette plus parce que j'ai réussi dans une année compliquée à remettre 80% de mon attention, encore une fois, sur là où je vibrais une peur, c'était la peur de ne pas rentrer suffisamment d'argent. Donc, où est-ce que tu peux rentrer de l'argent? Tes investissements IMO. Donc, on a fait un OBO avec mon épouse, c'est-à-dire qu'on a tout racheté, nos biens, ça a généré du cash. Donc, tu calmes le reptilien et tu repars sur autre chose, les investissements crypto et autres. Mais c'est pas ce que j'aime. Mais tu as plusieurs sources de revenus. Là, j'ai hâte de repartir dans le désert, qui est mon produit phare, comme on dit dans le jargon. Mais j'ai réussi à passer et je passe cette année de manière sereine parce qu'on n'est pas à l'abri. Peut-être que ça va continuer, je sais pas. Mais tout est OK, quoi, parce qu'on est dans des situations de nabab et que quand tu sais que tout est OK, que l'argent va se générer au moment où tu en as le plus besoin véritablement, reste dans cet instant présent, continue à donner un max de valeur avec les personnes qui t'inspirent et que tu inspires et tout sera OK, quoi. C'est top. Et le fait de pouvoir se recentrer, de pouvoir pivoter comme tu as fait cette année, c'est top parce que je pense que c'est le genre de situation où on peut pas même si on se crée des fondations, même si on essaie d'être ultra positif, etc., on recrée des peurs qu'on pensait peut-être avoir enfouies, j'imagine. Complètement. Et, ouais. Moi, ça m'a fait flipper, hein. Je me suis dit, putain, on repart à zéro, quoi. Tu vois, tout le travail que j'avais fait, en fait, je m'étais aperçu que j'avais peut-être reconstruit mon business sur une seule chose. Mais en fait, non, quand je me suis posé, ça m'a permis de dire, mais non, regarde, tout ce que tu as. Ah ouais, tiens, on avait investi là-dedans. Ah tiens, on avait fait ci, tiens. En fait, c'est pour ça que la diversification, elle est clé aussi, tu vois. Plusieurs sources de revenus, c'est super important. Si on veut retrouver ton livre, suivre un petit peu ce que tu fais, etc., est-ce que tu as quelques liens, quelques rendez-vous on peut aller directement sur mon site www.kimbenour.com. Il est sur Amazon. Sur mon site, tu vas tout retrouver. Puis après, sur les réseaux, je suis Kim Benour en un seul mot, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Insta.
il y a eu un beau travail de fait là, de la part de certains collègues qui sont encore en train de le faire au niveau SEO. Donc, c'est plutôt facile de retrouver. Et ce que j'adore, c'est lire un peu les feedbacks des gens qui ont lu mon bouquin, parce que comme il me appartient déjà plus, il y a eu cette phase, tu sais, où ça flattait ton ego, tu étais super content. Et puis là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, d'autres qui me conseillent des choses et autres. C'est super intéressant. Vraiment super intéressant. Juste un point, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais ton LinkedIn, justement, on en parlait tout à l'heure en off. Mais du coup, tu vas chercher les gens où justement, tu as une bonne stratégie LinkedIn, tu vas les chercher sur justement, on donnait le mauvais côté de LinkedIn tout à l'heure. Mais tu vas également communiquer là où ils sont, là où est ton avatar, ce qui est une très bonne chose. Mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ça fonctionne bien pour la bonne et simple raison que je suis, tu sais, dans cet équilibre authenticité, vulnérabilité. C'est-à-dire qu'ils me connaissent et ils savent la carrière que j'ai fait. J'ai toujours eu une très bonne réputation dans le milieu de l'informatique. J'ai gardé des très bons contacts avec que ce soit mes concurrents, les fournisseurs et tout ça. Pardon. Et ils ont suivi un peu ce que j'ai fait. Donc, ils ont vu ce virage. Donc, maintenant, quand ils m'appellent, c'est putain, ce dame, ça cartonne, c'est une super marque et autres. Alors que, tu vois, il n'y a pas de produits dérivés, il n'y a rien du tout, tu vois. Mais eux, la perception, encore une fois, des choses. Simplement parce que j'ai été congruent dans mon approche. J'ai expliqué ce virage. Tu vois, j'ai pas dit j'en ai marre de ce monde, j'ai craché sur personne. Moi, je suis reconnaissant de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Mais j'avais cette croyance que j'avais évoquée en mastermind qui consistait à dire c'est le monde du corpo, donc je ne veux plus y aller. Mais en fait, c'est pas ça. C'est quand j'ai fait ce travail de dev perso, c'était cette peur d'être rejeté d'un monde dans lequel j'avais tout prouvé et j'avais atteint le Saint Graal. J'arrivais en disant, tu vois, j'avais mon costard cravate et puis j'étais crédible pour faire des business plans, des stratégies, parler anglais pour expliquer comment on va acheter, comment on va vendre des produits informatiques et de revenir en disant, les gars, on appuie sur pause et on va marcher dans le désert. Qu'est-ce que t'as fumé? Tu vois, c'était cette croyance-là. Et en fait, avec Seb Tedesco, avec différentes personnes, on a parlé de ça. Et j'ai redéployé la stratégie en disant, je vais réexpliquer ce cheminement. Donc, moi, enfant, ensuite, moi, cadre dirigeant, moi avec mon père, et ainsi de suite. Et j'ai commencé à mettre ça. Et ça a fait un buzz. À chaque fois, j'ai 30 000, 40 000 vues, 500 commentaires. Après, il faut interagir. Et il y a énormément de leads là-dedans, en toute objectivité. Mais par contre, je ne vends rien. C'est-à-dire que c'est vraiment en mode conversationnel. Et je dis, tiens, si tu souhaites qu'on en parle, viens en privé. Et on commence à parler. Et après, les gens vont acheter mon livre, vont commencer à entrer dans l'univers d'âme. Et là, c'est du très long terme. Et j'ai 2-3 personnes qui m'ont sollicité, tu vois. Mais LinkedIn, en fait, c'est comme tout, Gérald, et tu le sais, c'est pas tant la plateforme que tu utilises, c'est le message véritablement que tu passes. Si le message, il est sincère, il est réaliste, il répond véritablement à une douleur bien précise, mais pas telle qu'on l'entend. Identifiez les douleurs et appuyez dessus, faites pleurer les gens et faites-leur cracher la carte bleue. Stop, les gars. Stop. En fait, il te faut 7 contacts pour que la personne commence à vraiment entrer avec toi, surtout sur des produits comme les miens, tu vois. Et je m'aperçois que ça marche bien parce que, en fait, je prends du plaisir à leur répondre sans dire, attends, viens, on va en privé, je te facture un coaching privé. Ouais. Toi comme moi, on sait très bien que tout est déjà dispo sur Internet et les gens recherchent quoi? Un connexion. Voilà. Et puis, ils vont se connecter, tu vois. 100% d'accord. 100% d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Ça a été ultra puissant. Je pense que là, on a eu vraiment la pulpe. Vraiment, on a eu le top du top. Merci. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. J'espère que tu as passé un bon moment. Je n'ai pas vu le temps passer. Je parle beaucoup en plus, moi. Non, mais c'est top. C'était parfait. Merci beaucoup, Kim. À bientôt. Merci à toi, Gérald. À très, très vite. Ciao, ciao. Ciao.